Bonjour à tous. Donc, super d'avoir l'occasion de vous parler. Merci à IBM d'avoir libéré ce slot. En fait, ça tombe bien puisque je vais vous parler aussi de cas concrets et d'IA générative, mais pas seulement, comme vous allez le voir. Donc, très rapidement, nous sommes Araïco. On était connus depuis 4 ans sous le nom Synapse, et on vient de changer de nom. Notre métier, c'est de développer des solutions IA sur mesure pour nos clients, qui sont principalement des PME et des ETI dans l'industrie. On les développe, alors c'est du sur-mesure, en fait, semi-industrialisé, je pense que ça vous parle. On a développé depuis 4 ans une bibliothèque de modules IA propriétaires avec lesquels on assemble des solutions adaptées aux enjeux de nos clients et on les aide, ces clients, à identifier leurs enjeux prioritaires. L'IA, vous avez dû le voir maintenant avec toutes ces conférences, ça peut faire beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment d'identifier les opportunités de création de valeur principales pour votre entreprise, que ce soit en termes d'optimisation des process, de développement de l'offre, de gains de productivité, de gains de qualité, etc. Donc notre démarche, c'est ça, c'est de réaliser un diagnostic data IA stratégique. On est référent BPI France, donc on accompagne souvent nos clients dans le cadre d'un diagnostic subventionné par BPI et on les aide à identifier les cas d'usage à plus forte valeur pour leurs enjeux spécifiques. Donc je vais vous présenter 4 cas d'usage concrets qu'on a choisis pour être le plus parlant, on l'espère pour vous, qui sont les suivants. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, je vais passer quelques slides parce que je veux vraiment aller directement vers ces cas d'usage. Et Louison, je te laisse me faire des signes si je parle trop, puisqu'on n'a qu'une demi-heure. Donc le premier cas d'usage, le contexte, c'est qu'on a développé cette solution pour une entreprise de sous-traitance industrielle qui avait la particularité d'employer des personnes en situation de handicap. C'est un ESAT, enfin une ESAT, mais donc une ESAT, un domino de chaises derrière. Une ESAT assez particulière, donc 600 personnes, sous-traitance industrielle de très haut niveau, avec le brief de départ sur une ligne d'assemblage, brief du client de dire aidez-nous à réduire la charge mentale des opérateurs et à augmenter la qualité, puisque c'est des produits une fois assemblés ne peuvent pas être désassemblés sans destruction, donc un coût de la non-qualité très élevé. Donc la solution qu'on a déployée, et aller chercher deux modules IA d'Araïco, un qui détecte les objets et un qui suit les mouvements de l'opérateur. Donc ces modules combinés dans une solution vont traiter le flux vidéo qui filme les opérations d'assemblage de l'opérateur et en temps réel pouvoir lui faire un feedback. Donc là on avait une combinaison de projection de réalité augmentée et de feedback audio qui me permettent à l'opérateur de savoir s'il a pris la bonne pièce, s'il a posé au bon endroit, dans le bon sens, etc. Donc cette solution a eu un certain nombre de bénéfices. D'abord, heureusement, elle a répondu au brief. Donc elle a permis de réduire la charge mentale. Elle a permis d'augmenter la qualité. En gros, en évitant la destruction de la non-qualité, on a économisé 20 000 € aux clients par an par poste. Et puis, on s'est rendu compte le client s'est rendu compte à l'usage qu'elle avait d'autres bénéfices, c'est-à-dire qu'elle a permis de documenter des bonnes pratiques et de les transformer aussi en connaissances, en références pour l'entreprise, aussi bien en capsules de micro-learning pour les nouveaux arrivants qu'en amélioration continue. Deuxième cas d'usage, un traitement des tickets support. Donc, ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises industrielles. Comme vous allez le voir, notre client était dans ce cas-là, avec une partie de son service qu'il mettait directement en relation avec les usagers. Donc, un nombre de requêtes importantes par jour de gens qui ont besoin de support technique sur l'utilisation des solutions. Et vous allez le voir, il y a une partie de cette solution qui a une utilisation beaucoup plus large. Donc, sur ce cas-là, l'entreprise, c'est une entreprise industrielle qui fait à la fois du soft et du hardware, et donc qui a une activité de support informatique sur toute la partie soft pour des PME. Donc vous voyez en gros le chiffre d'affaires de l'entreprise, avec bien sûr l'ambition de gagner en productivité,
une équipe de support IA d'une quinzaine de personnes de mémoire, enfin de support technicien d'une quinzaine de personnes, et d'apporter une meilleure qualité de réponse. Donc la solution qu'on a déployée, elle est de 3 niveaux. Comme dans toute situation de requête massive comme ça et de problématique, on a un Pareto 80-20. 80% du cas, c'est l'équivalent de est-ce que vous avez redémarré l'ordi. Souvent les demandes basiques comme ça qui vont prendre du temps aux techniciens, mais qui sont à très faible valeur ajoutée. Donc toute cette partie-là, l'IA va permettre d'apporter une réponse automatisée. Donc on génère une FAQ, on met en place un chatbot qui permet d'interagir en langage naturel avec le client et lui apporter généralement, dans 80% des cas, une réponse. C'est simple, c'est efficace. L'IA va identifier si la requête concerne plutôt le 20%, dans des cas plus complexes, et donc remonter ça aux techniciens. Et donc déjà là, on a fait gagner beaucoup de temps. Et puis effectivement, on passe en 24 heures sur 24, l'IA ne fait pas de pause, contrairement aux techniciens. Le deuxième niveau de la solution, c'est que sur tous les tickets qu'elle remonte, ou tous les tickets qu'elle analyse, elle comprend la nature de la requête. Donc elle va pouvoir les classer et apporter un premier niveau d'information aux techniciens, dire voilà, la requête, elle est de telle nature. Elle concerne telle partie du système, elle provient de tel utilisateur. Et donc ça va permettre de flécher plus efficacement les requêtes et puis donner un premier niveau d'info aux techniciens. Et le troisième niveau, c'est l'aide à la résolution. Donc l'IA va aller, en comprenant la nature de la requête, chercher dans la base de données du client les requêtes similaires dans un laps de temps après qui est paramétrable, donc disons les 2 dernières années. L'IA va proposer à l'utilisateur, enfin au technicien, les tickets les plus similaires et les solutions qui ont été proposées, avec une suggestion de celle qui paraît la plus adaptée, la plus pertinente. Et le technicien, du coup, a un accès beaucoup plus rapide à des solutions, à des réponses à apporter. Et c'est lui qui va dire, OK, en fait, c'est cette réponse-là, peut-être que je la modifie un petit peu par rapport à la demande spécifique. Et donc, un gain de temps, d'efficacité, et puis effectivement, qui libère de la charge mentale du temps pour apporter plus de valeur au client. Et je vous disais tout à l'heure, cette solution-là, vraiment ce qu'on appelle nous la recherche de similarité, elle s'applique à beaucoup d'autres contextes, alors qui ne sont pas exactement ce cas d'usage, mais ça permet sur tous les modes projet, typiquement sur des appels d'offres, des choses comme ça, d'aller chercher dans vos bases de données des projets ou des appels d'offres ou d'autres documents similaires. Donc vous avez un nouveau projet, vous avez un nouveau produit ou une nouvelle demande, si vous faites je sais pas, des machines spéciales, l'IA peut aller chercher dans votre base de données les projets les plus similaires et vous dire, OK, ben voilà, pour quel client c'était, les prix qu'on a pratiqués, les sous-traitants avec lesquels on a travaillé, éventuellement les problèmes qu'on a rencontrés pour faire remonter, anticiper les risques. Donc cette approche-là, elle est très puissante pour beaucoup d'autres cas d'usage. Et voilà, ça c'est un récap des trois niveaux, niveau 0, classification et aide à la résolution. Donc cette solution-là, en particulier pour revenir sur le cas d'usage de support, donc les gains de productivité qu'on pouvait attendre, des réponses plus pertinentes, et puis ça apporte aussi un niveau d'analyse macro qui permet de regarder, d'analyser l'ensemble des tickets qui arrivent et peut-être d'être plus dans l'anticipation en comprenant mieux les besoins des clients récurrents. Peut-être ça concerne une fonctionnalité qui a mal été expliquée, donc il faut peut-être revendre un module de formation au client ou peut-être identifier qu'il y a un problème en fait sur son parc informatique. Enfin, ça apporte un niveau d'information supérieur qui permet de mieux répondre aux attentes du client. Un troisième projet, donc sur la réutilisation de cartes électroniques, de puissance, de contrôle, qu'on a fait pour une PME dont l'activité est de récupérer des cartes que des industriels sur des lignes qui sont démontées. La carte est encore valable. Donc notre client rachète cette carte et trouve derrière un autre industriel qui a besoin de la même carte. Donc des cartes, vous le savez, il y en a des centaines. Elles sont pour la plupart plus référencées par les fabricants. Donc, on a répondu à l'appel du client qui, au départ, en fait, voulait nous faire intervenir sur l'optimisation de la logistique. Et nous, notre démarche, c'est que quand on démarre une collaboration avec un client,
on va à sa rencontre, on visite ses sites, on parle à ses équipes, et on essaie de comprendre ses enjeux, qui parfois peuvent être différents de ceux qu'il avait explicités. Et là, quand on a découvert le modèle économique du client et ses process, on s'est rendu compte qu'il y avait ce goulot d'étranglement. Il avait 2 ou 3 personnes qui avaient vraiment l'expérience dans la boîte pour pouvoir prendre une carte quand elle entrait et reconnaître, alors bien évidemment la marque c'est le plus facile, la référence, et d'aller chercher en ligne sur tous des forums, sur des sites différents, toute l'info qui permettait de reconstituer une notice technique et récupérer des infos sur la valeur marchande de cette carte d'occasion. Ça leur prenait en gros une demi-heure par carte. Donc quand on a vu ça, on leur a dit ok, la logistique c'est sûrement un challenge, mais là on va pouvoir vous aider beaucoup plus. Et donc on a créé une solution hébergée sur un téléphone portable embarqué que les opérateurs utilisent pour prendre une photo de la carte. Et c'est l'IA qui reconnaît la marque, le modèle, et qui automatiquement va chercher toutes les infos techniques et génère une notice technique selon le template souhaité par le client, et suggère des prix de marché par rapport aux informations qui ont été trouvées. Donc là, on est passé d'une opération qui prenait une demi-heure en moyenne à quelques secondes en fonction de la qualité de la connexion. Alors si on est au CPM Colmar, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que on capte très mal, mais sur son site, ça allait beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'exemple. Alors on n'est pas tout le temps dans des cas comme ça, on touche vraiment un goulot d'étranglement dans le cœur de métier de l'entreprise. Mais là, c'est évidemment une solution qui a été très très transformatrice pour le client, puisqu'on lui a fait gagner énormément de temps. Donc ça a stimulé son développement. Une question qu'on nous pose souvent, c'est ok, donc vous avez remplacé les 2-3 sachants, là, ils ont perdu leur job. Alors, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, ça a augmenté les capacités de l'entreprise, qui s'est développée et a pu utiliser ces sachants sur d'autres choses et s'est développé. On est bien sur le temps ouais, ok. Un dernier cas d'usage qui est un enjeu qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui chez en fait, la majorité de nos clients dans l'industrie, c'est l'enjeu de la capitalisation du savoir-faire technique. Donc j'imagine que c'est des choses que vous rencontrez aussi dans vos entreprises. Il y a un certain nombre de gestes techniques, de savoir-faire techniques qui sont l'expertise d'un nombre de techniciens qui sont plutôt en fin de carrière, qui ont un certain nombre d'années d'expérience d'entreprise et qui n'ont jamais explicité, ce savoir-faire n'a jamais été documenté, bon, en tout cas de façon incomplète, et qui vont bientôt partir à la retraite et emporter avec eux une partie très importante de savoir-faire technique, qui pourtant est un des actifs principaux de nos entreprises. Donc par rapport à ça, bon, là je vous laisse parcourir les enjeux, mais je pense qu'ils vous parlent. Par rapport à ça, il y a deux éléments. Il y a l'élément de capter ce savoir-faire, de le documenter, de l'expliciter et de le rendre accessible. Donc on a une démarche en 3 étapes avec une solution technique derrière. La première solution, encore une fois, hébergée sur une tablette ou ça peut être un téléphone portable, avec une solution multimodale qui va permettre de capter tout type de données, de la vidéo, des notes vocales, des photos. Donc c'est une solution qu'il faut déployer dans le cadre d'un plan, vraiment qui vise à capter ce savoir-faire. Et donc si on a là par exemple une boîte de BTP où on sait que l'équipe de Gérard, et peut-être Gérard, est vraiment experte sur l'installation de ce type d'équipement, de TY42, on va lui demander pendant le prochain trimestre de documenter sa pratique. Donc quand il installe, donc on ne va pas lui demander de s'arrêter de bosser, se mettre dans une salle, essayer de sortir ce qu'il a dans la tête. C'est vraiment live, sur le on the job. On lui demande ok, quand tu pratiques ce geste technique, bah, tu le documentes. Donc tu fais une vidéo, tu fais des photos zoomées sur les choses importantes, tu prends des notes vocales pour dire bon ben voilà, je suis en train de visser, et voilà comment je m'y prends. Donc on est en langage naturel, hein, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des mots spécifiques. Il parle comme il parlerait à un collègue. Il peut attacher aussi à cette fiche qui est créée par l'IA des notes internes, des procédures techniques, des notices d'équipement. Et tout ça, ça va être analysé, synthétisé, structuré par l'IA qui va en faire une fiche technique. Alors dans les process, il faut bien évidemment qu'il y ait une validation par le management, par des personnes référentes qui vont dire ok, ça c'est une bonne pratique, je valide, c'est ok que ce soit dans la base de connaissances. Si
Il y a un autre expert dans la boîte qui fait les choses très bien, mais différemment. Ça peut être documenté comme une pratique alternative. Donc ça, c'est structuré par l'IA. Et tout ça, ça vient générer cette base de connaissances techniques qui faisait défaut. Et derrière, on a la restitution. Donc cet outil peut être, là encore, consulté en langage naturel par d'autres utilisateurs. Donc là, on imagine quelqu'un qui est junior ou quelqu'un qui a à faire un geste technique sur lequel il n'a pas été formé ou qui est un peu en dehors de son expérience. Il va pouvoir interroger l'outil et lui dire « Ok, ben là, je dois visser un TY42, je n'ai jamais fait. » Ou alors, les TY42, je connais, mais là, il se trouve que c'est une version différente. Et puis, à chaque fois que j'ai essayé sur cette version, là, au niveau de la deuxième valve, ben, je fais péter le joint, comment je fais? Et encore une fois, c'est du langage naturel. On peut lui parler avec le langage de tous les jours, des termes très techniques qui sont spécifiques à l'entreprise. C'est vraiment comme dans la vraie vie. Et l'assistant IA va lui ressortir la fiche technique. S'il y a une question précise, peut lui amener sur la source d'infos précise. Donc, par exemple, le chapitre, le paragraphe, une vidéo l'emmener à 1 minute 11, parce que c'est à 1 minute 11 que se trouve la réponse et que Gérard il avait montré à 1 minute 11. Donc, ça fait à la fois un recueil de connaissances, ça peut faire des supports de formation, et c'est aussi un outil opérationnel pour des gens en intervention. Donc ça, c'est très très bien reçu par nos clients. C'est un outil vraiment puissant pour capitaliser ce savoir-faire technique. Voilà en gros. Oui, un truc important, c'est qu'on a des clients qui sont multisites et internationaux. Comme l'IA parle beaucoup de langues, on peut très bien faire une captation en français et qu'un Roumain consulte en roumain, un anglais en anglais, etc. Il n'y a pas de barrière de langue, donc ça permet aussi de diffuser la connaissance technique d'une entreprise qui est multisite, multipays, multilingue. C'est à la fois quelque chose qui est très utile pour capitaliser le savoir-faire et qui correspond aussi aux attentes des nouvelles générations. On a beaucoup de nos clients qui nous disent « Ok, les jeunes, quand ils arrivent chez nous, parfois ils sont un peu sous le choc de nos méthodes à l'ancienne. Ils vivent dans un monde de l'immédiat, des applis, etc. Et quand ils arrivent chez nous, tout est compliqué. Il faut aller demander à Gérard la procédure. C'est un PDF, il ne sait plus où il l'a rangé, où ça avait été imprimé, et puis voilà, on ne sait pas où c'est. Et ça permet aussi d'attirer et puis de retenir des jeunes talents, parce que ça correspond au type d'outils qu'ils utilisent, et ça les rend plus efficaces, plus rapidement. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'on a le temps pour un échange. Et oui, tout à fait. Si on va au-delà du temps, vous pouvez nous retrouver en B18. B18. De l'autre côté. B218. B218. Merci Olivier. B218. Mais je vous en prie. Merci beaucoup Eric pour ces cas d'application effectivement très concrets. Peut-être une remarque sur la transmission des connaissances. Effectivement, c'est une grande problématique aujourd'hui. Beaucoup de connaissances partent soit à la retraite, soit changent d'entreprise, et c'est pas dans la culture, ce fameux knowledge management, n'est pas dans la culture, en tout cas en France, ou très peu. Néanmoins, quels sont concrètement, au moment où l'opérateur qui s'apprête à partir, donc dans ce fameux trimestre où il va enregistrer, ou trimestre, on va peut-être un peu plus ou moins, où il va enregistrer toutes ces opérations, comment ça se traduit concrètement? Il prend des photos, comment il documente, et surtout aussi comment finalement le convaincre que ça va quand même changer certaines petites choses dans son quotidien. Ouais, donc là, Olivier, il y a deux aspects à cette question. Il y a la partie vraiment technique, usage de l'outil. Donc on a une interface très ergonomique embarquée sur un téléphone ou une tablette, et il va prendre des prises de notes vocales, faire des vidéos, des photos, donc c'est vraiment multimodal. Donc là, il peut créer de manière très naturelle, pendant qu'il fait son geste, ce savoir technique. Après, il y a toute la partie accompagnement, mise en œuvre de cette politique de captation de la connaissance, et qui relève plus là d'un enjeu RH. Comment est-ce que je motive mes anciens à partager le savoir
sachant que on a déjà essayé quand on le met en binôme avec Kevin, ça se passe pas toujours bien. Au-delà des bonnes volontés, en fait, ils parlent pas le même langage, ils s'énervent, etc. Donc nous, on aide aussi nos clients, mais c'est pas notre cœur de métier, mais on est en partie chez Synapse, enfin chez Araïco maintenant, des hommes d'entreprise, donc on a l'expérience aussi de la conduite des équipes, sur tout ce qui est incentive. Donc est-ce que par rapport à ce public-là, il faut les mettre en valeur, dire ben voilà, vous êtes les sachants, et un peu jouer sur le fait qu'ils ont de l'expérience et c'est ça qu'ils ont à partager à ce moment un petit peu en fin de carrière. Est-ce que c'est de l'incentive avec des bons d'achat, des cadeaux, donc tout dépend de la culture d'entreprise et ce qui va fonctionner, ce qui va motiver ce public. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je me permets de revenir déjà sur cet exemple et aussi sur l'exemple avec le chatbot pour l'assistance. Vous utilisez donc un moteur d'IA génératif, je suppose. Oui. C'est un moteur d'IA génératif que c'est Araïco qui a développé ce moteur, ou vous utilisez un moteur déjà existant, style ChatGPT ou autre? Oui, alors on a développé un ensemble de modules propriétaires qui intègrent des briques open source. Typiquement, un grand modèle de langage nécessaire à cette application, c'est pas Araïco qui l'a développé. Aujourd'hui, il y a une multitude de solutions sur le marché et le tout, c'est de trouver celle qui va le mieux convenir à l'usage, au contexte du client, à ses contraintes. Donc, est-ce qu'on peut être en cloud? Est-ce que c'est de l'embarquer? Est-ce qu'il y a des contraintes de souveraineté ou des désirs de souveraineté? Enfin, tout un tas de questions. Mais on a des modules qui nous permettent de remplacer. On a un emplacement en gros pour un grand modèle de langage et on peut mettre la solution qui va convenir. Et par exemple, pour optimiser le système d'IA générative, en amont, vous faites des contextes d'ingénierie de prompt pour permettre justement à l'IA de comprendre finalement, par exemple, dans le cas d'une panne informatique, etc., comment analyser le problème sans devoir instaurer un dialogue très compliqué avec le demandeur, quoi, avec la personne qui est en difficulté, quoi. Oui, bien sûr, c'est une grande partie de l'expertise d'Araïco. On est aujourd'hui une trentaine de personnes, un tiers de l'équipe, donc quasiment une dizaine, sont des chercheurs, donc des PhD, des chercheurs en sciences dures formés à la data IA. Et donc une partie de l'expertise qu'on apporte, c'est justement non pas de prendre une solution et puis juste de la brancher sur un système, mais de construire une solution complète qui va répondre à l'enjeu spécifique d'un client. Donc avec tout ce qui est post-processing, combinaison. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans toutes ces solutions, tous ces cas d'usage, il y avait de l'IA générative, mais pas que. Il y a aussi du traitement de l'image, il y a aussi parfois du machine learning. Enfin, en gros, nous, on essaye de pas trop parler tech, on parle solution par rapport à des enjeux. Mais effectivement, c'est une partie de notre expertise, c'est de construire toute cette ingénierie de solutions qui va délivrer la valeur. Une dernière question. Par rapport au dernier cas de figure, vous captez en fait un savoir-faire que vous allez traiter finalement de manière externe. Comment ça se passe au niveau sécurité et par rapport à l'entreprise qui, évidemment, son savoir-faire, il part ailleurs, quoi. En termes de sécurité, comment vous faites pour convaincre l'entreprise et puis pour effectivement vous assurer que ce savoir-faire ne soit pas volé finalement? Oui, bien sûr, c'est une excellente question et c'est souvent une des questions, une des angoisses des dirigeants par rapport à cette manipulation de données, et surtout si on touche à quelque chose qui est critique et qu'on cherche à conserver comme un trésor. Donc, on a des solutions techniques qui sont des clouds sécurisés, donc containerisés, donc il n'y a pas de perméabilité entre les différentes bases de données de nos clients. Donc ça, typiquement, c'est des discussions qu'on va avoir avec les DSI. Le dirigeant va dire mais moi je suis un peu inquiet donc on va discuter avec le DSI, lui montrer tous les protocoles qu'on utilise et le rassurer là-dessus. Et après, bien sûr, on contractualise tout ça avec des engagements qui nous engagent au niveau juridique. Mais on a aujourd'hui, de manière sécurisée en cloud, on sait apporter un très très haut niveau de sécurité qui est suffisant pour assurer que ces données vont rester la propriété de l'entreprise. Elles sont hébergées quelque part, elles restent leur propriété et on n'en fait rien d'autre que les traiter, leur apporter une réponse. Merci. Bonjour, excusez-moi. Dans votre cas d'usage numéro 2, vous avez dit justement vous utilisez l'IA pour aller rechercher de la documentation chez votre client. La documentation de votre client, elle était déjà là, elle était
déjà bien organisé. Comment ça s'est passé? Alors, chez ce client-là, il se trouve qu'effectivement, donc d'aller chercher des solutions, enfin d'aller chercher des tickets et des solutions similaires, c'est ça la question? Oui, ou même sur la recherche dans les documents, dans la documentation. Ok, donc là en particulier, on a travaillé pour un service de support IT d'une entreprise avec déjà beaucoup d'années d'expérience. Donc ils avaient cette base de données assez bien structurée, des données de bonne qualité. Donc il n'y a pas eu trop d'enjeux, mais c'est effectivement un des enjeux qu'on rencontre souvent. Une solution IA, elle traite des données. Et si la donnée est peu inexistante ou peu disponible, ou si elle est disponible mais mal structurée ou elle est de mauvaise qualité, forcément la réponse de l'IA va être aussi de mauvaise qualité. Donc il y a tout un travail à faire avec le client pour évaluer la qualité de sa donnée ou la qualité de sa structuration de la donnée. Donc nous, quand on fait un diagnostic pour un client, qu'on imagine des solutions, on va aussi se pencher sur la maturité du client en termes de maturité numérique en général et la qualité de sa gestion de la donnée. Donc ça, c'est une condition sine qua non à ce que la réponse de l'IA ou l'output soit de bonne qualité. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer à... Bonjour. Je suis ici parce que l'IA, j'y connais rien. Je suis les différentes interventions depuis tout à l'heure et j'ai vu vos 4 cas que vous avez évoqués. Ok, on voit très très bien où on peut aller, jusqu'où on peut aller et la distance supplémentaire que l'on peut parcourir. Mais ça vaut combien? Ok, ouais, excellente question. Donc nous, on a 4 ans d'expérience, on a réalisé plusieurs dizaines de projets. Donc en gros, dans les grandes masses, on commence par un diagnostic qui généralement coûte 13 000 €. Aujourd'hui, c'est subventionné à 50% par la BPI. On a, pour tous ces cas-là, c'était des cas un peu complexes avec des enjeux spécifiques des entreprises. On fait des preuves de concept. Preuve de concept, ça va être un budget entre 20 et 60 000 €. Là aussi, nos clients, généralement, sont éligibles à une subvention BPI de 50% du ticket. Et après, on est sur un développement de solutions qui va être entre 100 et 300 000 €. Et après, un modèle d'abonnement. Alors, vous avez des choses très variées. Chez nous, l'abonnement sur une solution plus simple, qui est plus simple que ce que je vous ai montré, ça peut démarrer à 300 € jusqu'à 3 000 € mensuels en fonction de la complexité de la solution. Et de toute évidence, à chaque étape, on a en tête, numéro 1, le ROI. Donc c'est ce qu'on qualifie au plus tôt et qu'on discute avec nos clients et qui est le premier critère qu'ils regardent pour avancer le projet. Mais voilà en gros, chez nous, les grandes masses de budgétaires que ça représente. Du coup, j'ai encore une question. Vous avez plusieurs données d'entrée. Vous parlez de langage naturel à l'oral. Ouais. On parlait de chatbot à l'écrit. Aujourd'hui, d'après votre expérience, qu'est-ce qui apporte la meilleure qualité de données d'entrée entre les deux? Entre je structure ma donnée à l'écrit, je parle à l'oral, je rajoute peut-être trop de mots, voire pas assez. Enfin, c'est lequel des deux qui est le plus pertinent pour vous? En fait, l'IA, si par exemple on faisait une capture audio de ma présentation, il y a beaucoup de fois où peut-être que j'ai un peu bégayé, j'ai fait des j'ai répété des choses. Ça, l'IA, elle est capable de le traiter, elle va garder que la substantifique moelle. Donc finalement, elle va, le traitement qu'elle va en faire, elle va se concentrer sur le sens. Enfin, c'est des solutions d'analyse sémantique. Donc elle va se concentrer sur le sens. Donc au final, il n'y a pas de différence de qualité d'entrée de la donnée. Enfin, sur la nature de la donnée. Après, on est plus en termes de qualité de base de données. Ok, ça marche.